Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Aujourd'hui, pour nous accompagner, je retrouve, et comme chaque semaine, Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Et aujourd'hui, vu le sommaire, c'est un peu notre vigilante perso, Gauthier. Si tu devais défendre un quartier dans Paris, tu défendrais lequel d'ailleurs ? Je défendrais le quartier latin pour toujours. Et notre invité du jour, Clément Le Saffre, chef d'édition à BFM Business et présentateur de l'émission Épisode suivant sur Tech & Co. Salut Romain. Bonjour Salut Clément. Salut. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Épisode suivant, une émission que je vous conseille et dans laquelle tu m'as d'ailleurs invité plusieurs fois. Tout à fait, je vous la conseille car il y a un excellent Romain qui vient parler de temps en temps. Qui a des avis très éclairés en matière de pop culture. Voilà. Au sommaire du jour, un gros plan sur Daredevil Born Again, la toute nouvelle série Marvel sur Disney+. Notre rubrique Ne cherchez plus avec toujours une reco de Gauthier. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Gauthier ? Aujourd'hui, on va faire simple, mais on va faire prestigieux quand même, puisqu'on va parler de la série Tchernobyl qui est sortie en 2019. Elle est sur HBO Max et c'est une série qui est fondamentale, qu'il ne faut pas louper. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine et vous pourrez retrouver en toute fin d'émission notre interview originale de notre invité. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinématiseur, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, un gros plan sur Daredevil Born Again. À l'origine, un prêt, celui du personnage de Daredevil par Marvel au tout balbutiant Netflix. C'était une autre époque et la plateforme au N rouge était la seule plateforme à proprement parler. Entre 2015 et 2018, 3 saisons de Daredevil, donc acclamées par la critique pour leur ton adulte, la qualité de leur écriture et de leur mise en scène. Dans leur sillage, tout un tas d'autres héros Marvel très ancrés dans les quartiers de New York sont adaptés à leur tour. Pour le meilleur comme pour le pire. On pense à The Punisher, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist ou The Defenders. Puis c'est l'arrivée de Disney+. Et après de nombreuses négociations et quelques incursions dans le Marvel Cinematic Universe via les séries Hawkeye, Echo ou le dernier film Spider-Man par exemple, c'est enfin un comeback sous forme de suite. Pourquoi tu as arrêté de jouer au justicier ? Un cap a été franchi. C'est difficile d'apprendre à accepter la violence qui nous habite. On en vient à détester l'emprise qu'elle a sur nous. Cette ville doit être contrôlée. Parfois, la paix doit être rompue. Et le chaos doit régner. Avant de commencer notre petit speech sur Daredevil Born Again, je voulais préciser 2 petites choses. La première, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir tout suivi ce qui s'était passé avant sur Netflix pour pouvoir suivre la nouvelle série, même si vous allez rater quelques petites choses qui étaient pas trop mal. Et enfin, de dire c'est que cette série, elle fait partie d'un nouveau label qui s'appelle Marvel Television. Ça vous parle ce logo oui, c'est un nouveau logo aussi, mais ce label ? Écoute, moi je l'ai vu du coup au début des épisodes. Ça m'a pas changé fondamentalement ma vision de la série, quoi. C'est un logo au début. En fait, ça permet à Marvel de dire qu'ils s'affranchissent des codes un peu du Marvel Cinematic Universe. Ça reste dans cet univers, mais ils se permettent de faire du 16-18+, peut-être, avec un ton plus mature. Ce qu'ils ne peuvent pas se permettre avec le grand spectacle, le tout public, etc., etc. Oui, moi, ça m'évoquait le fait que l'édifice devenait tellement grand qu'il y a des ramifications, il y en a certaines qui se pètent la gueule, il y en a d'autres qui sont un petit peu branlantes et tout ça, et que c'était peut-être un moyen de dire bon, ça, c'est une de nos grosses ramifications, vous cassez pas trop la tête sur la cohérence de ça avec le reste, quoi. Un petit pitch pour commencer. Du temps est passé donc depuis tous les événements qu'on connaissait de la première série de Daredevil, et tandis que Wilson Fisk, l'ennemi de toujours, fait son retour et brigue la municipalité de New York, 2 nouveaux adversaires sortent de la nuit, mettant à mal le fragile équilibre du cabinet d'avocats de Nelson, Murdoch and Page. Alors, première question Clément, je me tourne vers toi. J'ai envie de te demander déjà, si quelqu'un ne connaît pas, c'est qui ce super-héros Daredevil ? C'est sûr que c'est pas le plus connu. Pourtant, il a été plusieurs fois adapté. Alors, il est quand même assez vieux. Maintenant, c'est un vieux monsieur. Daredevil a été créé en 64 par Stan Lee. Stan Lee, faut-il encore le présenter,
légende de Marvel. Bill Everett aussi était à la création à cette époque-là. Daredevil, c'est Matthew Murdock, de son vrai nom, qui est à la base un jeune garçon qui a perdu sa mère, qui vit avec son père, et qui se retrouve à l'âge de 9 ans dans un accident, impliqué dans la rue, dans un accident, et malheureusement pour lui, des déchets radioactifs vont se déverser dans ses yeux. Et qui dit radioactif dans le monde des super-héros dit en général super pouvoir. Ça ne vous tue pas ou ça ne vous provoque pas une agonie terrible. Au contraire, ça vous donne des super pouvoirs. Donc en fait, il va devenir aveugle, mais il va, à côté de ça, développer des super sens. C'est-à-dire que notamment son ouïe, son odorat, son toucher vont devenir surhumains. Il va pouvoir entendre à plusieurs blocs de distance. Il va pouvoir sentir des odeurs improbable, il va pouvoir en touchant quelque chose, par exemple un corps, sentir son état, etc. Et donc il va vouloir développer ce pouvoir et se venger surtout des gens qui gangrènent son quartier de Hell's Kitchen, qui est un tout petit quartier de New York, qui est le quartier probablement où vous n'avez pas envie de traîner une fois que vous avez vu les séries Daredevil, parce que c'est une rue, un crime globalement. Et donc voilà, il va un peu essayer il va s'entraîner aux arts martiaux, il va développer plusieurs techniques, il va devenir un justicier, il va être avocat le jour au sein de son cabinet, et il va devenir Daredevil la nuit, un super-héros avec un costume en latex rouge sang et un masque avec des petites cornes de diable, d'où le Devil de son nom. Alors, on l'a dit, c'est une suite à une série qui avait déjà eu lieu en 2015 sur Netflix. Est-ce que vous aviez regardé cette série à l'époque et comment vous avez trouvé si jamais vous l'avez suivie? Alors moi, pas du tout. Déjà parce qu'à l'époque, j'étais vraiment uniquement centré sur le cinéma. J'étais vraiment un journaliste cinéma. Je chroniquais ce qui se passait en salle, quoi. Et je suivais le MCU, le Marvel Cinematic Universe, mais je le suivais que en salle. Et je me disais déjà à l'époque, attends, s'il faut suivre aussi ce qui se passe à la télé maintenant, ça va être épouvantable. Et puis, à l'époque, les plateformes, je m'en étais pas encore trop approché parce qu'elles n'étaient pas encore dans le système vertueux de financement de l'audiovisuel. Donc non, moi, j'avais pas suivi. Je m'étais dit, si je peux m'éviter ça... Et j'aurais mieux fait de suivre, justement, parce que alors là, sur les 2 premiers épisodes, j'étais un petit peu perdu. Oui, forcément. Moi, je suis plutôt un fan de la première heure, justement, de cette série Daredevil. Parce que, justement, à l'époque, ce qu'il y avait... Moi, j'étais très super-héros. Je suivais vraiment le Marvel Cinematic Universe en tant que fan. Je regardais tous les films, j'adorais, etc. Et en fait, j'aimais beaucoup, je regardais beaucoup la télé chez moi. Et en fait, la télé, à l'époque, le super-héros, c'était pas terrible. C'est-à-dire que c'était les séries... du DC Universe plutôt, qui étaient des trucs Arrow, un peu... Voilà, Arrow, exactement, The Flash, qui étaient des choses en 20 épisodes, qui étaient... Smallville. Alors, ouais, Smallville qui était déjà fini, Smallville qui était presque autre chose dans ma tête à l'époque, c'était plus un truc quand j'étais jeune, il y avait de la nostalgie sur Smallville, mais voilà, c'est vrai que j'aimais pas trop, il y avait les agents du Shield côté Marvel, mais pareil, c'était des trucs en 24 épisodes avec à chaque fois un truc résolu, enfin, on était sur de la série de Networks, quoi, qui était pas forcément mauvaise, mais qui était un peu de la série à papa, on va dire. Et d'un coup, on débarquait avec ce Daredevil, on nous disait ça va se passer en 10 épisodes, ça va être une seule histoire, il n'y aura pas une histoire par épisode. Et d'un coup, on avait un truc très sombre, très violent, très écrit, qu'on pourrait appeler aujourd'hui, si on était un peu méchant, un film de 8 ou 9 heures, quoi. Mais ça m'avait, moi, vraiment frappé. Et j'avais été happé, j'avais beaucoup aimé, et j'aime encore beaucoup la première saison. La deuxième a beaucoup de qualité aussi. La troisième, à mon avis, tirait déjà à la ligne. Mais j'avais beaucoup aimé. Puis après, l'intrication qu'il y avait eu avec Jessica Jones, avec Luke Cage et tout ce New York à taille humaine qu'on voyait aussi, c'était ça qui était sympa, je trouvais. C'était des super-héros qui, même si c'était moins connus, avaient des choses intéressantes à raconter, moins loin des lasers et des aliens et autres combats dans d'autres planètes, quoi. Alors justement, pour éviter de parler que du passé, parlons maintenant du présent. En une phrase, qu'est-ce qu'on pense de ce Born Again, donc la série qui sort, je le rappelle, sur Disney+, depuis le 5 mars. Alors moi, je prends vachement le train en marche, comme je vous l'avais expliqué. Comme on m'avait dit que c'était la première fois que Daredevil entrait véritablement dans le Marvel Cinematic Universe tel qu'il a été développé par Disney, je pensais qu'on allait avoir droit à un reboot ou à un truc qui allait repartir de zéro. J'aurais dû me douter, vu que c'était le même acteur, qu'en fait, on continuait un petit peu l'histoire. L'histoire originale est quand même beaucoup citée dans le premier épisode, qui est un épisode d'1 heure, qui est assez long. Donc là, j'étais un petit peu perdu là-dedans.
Et puis à partir du 2e épisode, on nous fait comprendre quand même qu'on va aller un petit peu plus loin et qu'on fait un peu table rase de ce qui s'est passé avant. Donc ça peut se suivre, même si on est un spectateur comme moi, pardon. Je trouve quand même que moi, je suis un petit peu revenu de cette idée du super-héros vigilante à prendre au sérieux. Parce que c'est super méga sérieux tout ça, quoi. C'est tellement, ça se veut tellement être du cinéma que dans l'introduction du premier épisode, il y a carrément une baston qui se passe en plan séquence sur plusieurs étages, une baston hyper violente en plus, qui finit de manière hyper tragique. Et je vous l'avais déjà un petit peu signifié avec la série The Penguin. Moi, j'ai pas trop de problème avec les super-héros. C'est quand on essaye de me les vendre au sérieux que ça commence à me faire un peu tourner la tête, quoi. Je te rejoins un peu là-dessus, où je trouve que ce qui était une très bonne idée en 2015 l'est peut-être un peu moins en 2025. C'est-à-dire que ce côté très sérieux m'avait beaucoup séduit à l'époque en me disant justement, tiens, on sort de ce côté, les costumes flashy, le latex, les trucs en plein jour et tout. Le retrouver là, c'est presque un peu anachronique. Moi, je fais partie, si on parle juste du début, de l'inverse de ce que toi, tu as pu vivre, je pense. C'est-à-dire que moi, j'ai tout vu et je me suis dit qu'on me prenait un peu pour un imbécile au début. C'est-à-dire qu'on me rappelait un peu, on me redonnait les noms complets, alors que personne dans la vie ne s'appelle avec son nom complet, entre amis. Enfin, les ficelles étaient un peu grosses. Je me disais, bon, bah oui, d'accord, mais bon, ça, enfin. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est une saison 4, en fait. Moi, je suis désolé, c'est le même acteur, c'est le même titre. On a beau me dire Born Again, Renaissance ou je sais pas quoi, c'est le même truc. Donc, bah, forcément, le premier épisode, je l'ai regardé un peu en me disant, bon, ok, où est-ce qu'on va avec tout ça ? Mais je pense que Disney a visé un petit peu une population qui se situe exactement entre toi et moi, et je ne sais pas si elle existe, en fait. C'est un peu mon inquiétude aussi. J'ai peur qu'effectivement, si on est trop loin, on se dise très vite, au bout de 2 épisodes, mais en fait, non, c'est pas pour moi, j'ai pas compris. Ou alors, on n'aura pas la foi de rattraper des trucs qui sont même plus disponibles par ailleurs. Ou effectivement, des gens comme moi qui se disent, bon, bah, quoi de neuf, quoi, par rapport à ce que j'ai déjà vu. Alors, moi, j'ai eu la chance de par mon boulot de voir 6 épisodes déjà. Ce qui est intéressant peut-être, c'est qu'effectivement, les liens sont coupés assez vite. C'est-à-dire qu'on nous dit, OK, c'est une continuité, mais on va couper assez vite les liens qui vous rattachaient à la série initiale. Moi, je trouve que c'est plutôt pas une bonne chose, parce que j'aimais bien les liens qui ont été coupés, j'aimais bien les intrigues qui ont été laissées de côté. Et inversement, on a gardé des choses que je trouve pas forcément très utiles, mais ça reste une proposition qui est pas inintéressante. Moi, je suis très critique globalement des séries Marvel depuis quelques années, et je trouve que ce Daredevil a quand même une production, ma foi, assez plaisante, quoi. Si je puis me permettre, je vais quand même parler de l'éléphant qu'il y a dans la pièce, quoi. Ça m'a rappelé surtout un certain film de 2003 avec Ben Affleck et Colin Farrell dans le rôle du méchant. C'est pas gentil. Qui nous avait quand même, on a tous oublié. qui nous avait quand même laissé une excellente chanson d'Evanescence. Et je me suis dit, à la limite, bizarrement, je préférais quand le super-héros était traité comme ça, c'est-à-dire de manière débile, hyper assumée, quoi. Parce que ce film-là, il était grotesque. C'est ce que tu as dit. On a tous eu vite fait de l'oublier, mais voilà, je me suis dit, ah, Daredevil, ah ouais, ce gars-là. Et ça m'a rappelé qu'il y a 20 ans, on prenait les choses de manière plus fun avec les super-héros, plus bubblegum en tout cas. Et je regrette un petit peu ça. Alors c'est vrai que Daredevil n'est pas forcément celui qui s'y prête Par le ailleurs, plus, voilà. Déjà dans l'écriture originale. Déjà, dans les comics, c'est un personnage qui est extrêmement sombre, qui est très torturé, qui a une vie comme beaucoup de super-héros, mais peut-être lui plus que d'autres. Pas de parents, aveugle en basse enfance, qui vit dans un quartier très criminalisé, où globalement tous ses mentors se sont fait tuer les uns après les autres. Il a essayé de devenir avocat pour justement se dire, tiens, je vais remettre de la justice dans cette histoire, et il devient un super-héros parce qu'il se rend bien compte que, en fait, parfois il échoue à la barre du tribunal, les méchants repartent libres, et c'est pas acceptable, quoi, pour lui. Donc, il endosse ce costume pour rectifier ça, et c'est vrai qu'il a énormément de dilemmes moraux. Et moi, c'est un peu ça qui m'a agacé dans ce Born Again. Tous ces dilemmes moraux, c'était déjà le cœur des 3 premières saisons que moi, j'ai déjà vu, et du coup, j'ai un peu l'impression de me retaper la séance de psychanalyse de Matt Murdock pendant des épisodes et des épisodes en disant, mais ça, je l'ai vécu. Pourquoi il se repose les mêmes questions qui se posaient il y a 3 saisons, quoi. Donc, ça reste pas inintéressant parce que ça apporte, moi, une profondeur que je trouve bien, parce que par rapport aux séries, je vais pas comparer aux films parce que c'est des médiums que je trouve un peu différents sur les super-héros, mais
les dernières séries de super-héros n'étaient pas très profondes, je trouvais. Là, on retrouve un truc intéressant avec ce personnage qui... mais la série, au-delà de Daredevil, pose la question du rôle de la justice aujourd'hui, de ce que c'est que de vouloir la défendre, d'y croire ou pas, et surtout qu'est-ce qu'on fait quand la justice n'est pas rendue selon un point de vue. C'est-à-dire que la justice, elle est rendue point barre. Lui, il trouve que des fois, elle n'est pas bonne. Lui, il trouve qu'elle est bonne. Mais quand il trouve que la justice est bonne, il y a des gens en face qui trouvent qu'elle n'est pas bonne. Donc, et il est un peu confronté à tout ça, ce qui est intéressant. Moi, je trouve, quand même. On rappelle tout de même que c'est pas la toute première fois que Disney s'intéresse à ce super-héros. C'est la première fois qu'il lui consacre un show exclusivement. Mais on l'avait déjà aperçu, il me semble, dans Spider-Man No Way Home. Il avait fait une apparition, ouais. Ouais, et ensuite on le retrouve dans une scène de baston, il me semble, dans une série qui doit être Echo. Dans Echo, ouais, Voilà. tout à fait. Ouais. Et on l'avait même vu dans She-Hulk. Ah oui, brièvement, mais oui. Dans un passage très oubliable avec un autre costume. Ils avaient tenté autre chose et bon, ça n'avait pas marché. Alors pour le coup, le showrunner de ce Born Again a décidé avec Kevin Feige, donc le créateur du Marvel cinématique, le grand architecte de Marvel au cinéma, si vous voulez. Ils ont décidé que toutes les incursions qu'on avait déjà vues de Daredevil dans les univers Marvel sont valides, sauf celle de She-Hulk, dont on peut faire abstraction et qui n'a pas eu lieu. Tant mieux. En gros. Tant mieux. Voilà, c'est Vous vraiment... n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Oubliez si vous l'avez vu. Alors par contre, je suis obligé de parler de ça un petit peu. Qui dit série, qui dit super-héros, dit aussi méchant. Et là, le méchant, c'est Vincent D'Onofrio qui revient dans le rôle du Caïd. Il avait crevé l'écran dans la première série. Il rendosse le costume. Il a pris un petit peu d'âge, mine de rien. Il fait un personnage un poil différent, mais pas vraiment. Et on est toujours dans cette ambiguïté. Qu'est-ce qu'on pense de... Alors, je vais commencer, puis je serais curieux de voir ce que Gauthier pourra dire là-dessus, parce qu'avec ce point de vue, justement, de quelqu'un qui n'a pas vu. Moi, j'ai tout vu, encore une fois, et je n'en peux plus du Caïd. Je n'en peux plus de ce personnage que j'ai trouvé incroyable pendant un temps, mais qui, en fait, revient en permanence. Il était déjà le méchant dans Hawkeye, qui était une autre série, il n'y avait pas Daredevil, il était déjà le méchant. Il était de nouveau le méchant dans Echo. Il revient pour être le méchant de cette nouvelle saison Daredevil, mais il n'y a personne d'autre dans cet univers de télévision, en fait. C'est un peu triste. Et par ailleurs, je trouve que du coup, l'incarnation, elle est devenue lassante. C'est-à-dire, je trouve que Vincent D'Onofrio est moins bon. Je trouve que sa nouvelle itération du personnage est moins impressionnante. Moi, j'étais vraiment... Dans la première saison d'Daredevil, le Caïd, il est terrifiant. C'est-à-dire que ce Wilson Fisk, il a ses costumes blancs croisés, il est massif. Vraiment, c'est une énorme boule de muscles. Il a le crâne chauve et il est capable de la pire horreur sur un claquement de doigts pour un mot mal dit, etc. Ces crises de colère sont... Il peut tuer un assistant qui lui aurait mis le mauvais stylo dans la main, quoi. Et il est assez parfait, je trouve, dans ce rôle-là, dans les premières saisons. Et en fait, là, il m'ennuie. Il m'ennuie terriblement. C'est-à-dire que c'est pas mauvais, encore une fois, je suis assez critique, mais globalement, je trouvais ça mieux que 90% des séries Marvel qu'on a vues, hein, mais ce personnage, je n'en peux plus, quoi. J'arrive plus à accrocher, j'ai déjà vu. Je trouve que, enfin, moi, en tout cas, on ne me raconte rien de nouveau. Donc, c'est pour ça que je serais curieux de savoir si toi, Gauthier, t'as peut-être préféré, du coup, t'as aimé ce méchant. Moi, c'est drôle parce que du coup, je croyais que sa première apparition était dans la série Hawkeye. Et donc, dans la série Hawkeye, je l'avais trouvé super sous-écrit, au fait. Je me disais, mais pourquoi on s'intéresse pas plus à lui? Ça devrait être un badass plus badass que ça, quoi. Et donc, en regardant les 2 premiers épisodes de Daredevil, j'ai compris que c'était déjà le méchant historique de cette série. Et je me suis dit, mais je devrais en savoir beaucoup plus. Et puis, je me suis dit un petit peu la même chose que toi aussi. C'est-à-dire, je me suis dit, est-ce que les spectateurs des premières saisons sont pas un peu lassés, voire même déçus de le voir revenir dans une forme comme si c'était le Caïd free, tu vois, mais sans sucre. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il est plus du tout mafieux, ou quasiment plus. Non, il se lance en politique. Il fait penser à Trump un petit peu. Et en fait, alors c'est ça. Voilà, moi, c'est ce que j'allais en venir là. On est sur une énième parabole de l'ascension de Donald Trump, qui nous refait le coup de 2016, du mec qui sort de nulle part, qui est élu parce qu'il est charismatique, qu'il a fait les choses. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens du grand public, on se demande bien, les votants, ce qu'ils se disent qu'il a fait, parce que ça n'est qu'un gars qui est connu dans le milieu mafieux, il n'a quasiment aucune existence publique, donc on se demande bien sur quoi ils l'ont élu. Non, mais c'est un self-made. Mais voilà, c'est un espèce de prétendu self-made man que la justice n'a pas réussi à condamner, et donc c'est que c'est un homme bien. Et en fait, je trouve que cette parabole, on l'a vu quand même beaucoup au cinéma, que ce soit frontalement avec des biopics de Trump il y a encore pas longtemps avec The Apprentice,
que ce soit via des docus, via d'autres itérations plus ou moins comiques ou dramatiques. Je me suis dit, bon, ok, d'accord. Par ailleurs, la réalité, aujourd'hui, Trump est revenu au pouvoir et la réalité est suffisamment folle tous les jours pour qu'on n'ait pas besoin d'une itération en fait, qui paraît un peu palichonne à côté. Qu'on se dit, Ouais, on a presque un méchant de Daredevil beaucoup plus compétent qui existe dans la vraie vie, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Et en fait, qui est même plus terrifiant Ouais. que ce Wilson Fisk. Que moi, j'ai plus peur de Donald Trump que de Wilson Fisk. Quoi. Si je les croise, je sais de qui je m'éloigne le plus. Quoi. Juste pour terminer, on conseille quand même la série et à qui ? Moi, je la conseillerais vraiment aux gens qui arrivent encore, et ils sont nombreux, à prendre ce versant de la pop culture très au sérieux. Les super-héros, etc. En gros, ce que The Dark Knight nous racontait, enfin la trilogie de Christopher Nolan, c'est-à-dire que c'est pas que des costumes en latex, c'est aussi du sous-texte et des thèmes très importants à aborder. Donc à 40 ans, moi j'en suis un peu revenu de ce truc-là. Je trouve que quiconque se met un costume en latex sur le corps pour aller rendre la justice, c'est déjà par défaut une proposition un petit peu débile, donc il faut mieux faire du fun. Mais ceux qui arrivent encore à prendre ça au sérieux, bah regardez, hein, évidemment. Et je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi. Je pense qu'ils sont déjà derrière leur télé. Ouais, c'est un peu ça le problème. C'est est-ce que les gens qui vont regarder sont pas déjà ceux qui avaient envie et ceux qui voulaient pas vont pas regarder. Moi, je vais quand même recommander. J'ai peut-être été dur à l'écoute, je me rends compte, mais ça reste encore une fois une belle production. C'est-à-dire que c'est bien fait. Il y a des éléments intéressants. Encore une fois, la réflexion sur la justice, elle est intéressante. Je la recommanderais, moi, aux gens qui n'ont pas vu, en fait, les premières séries. Parce que si, comme moi, vous avez tout vu, vous n'allez pas trouver quelque chose de nouveau, pas trouver quelque chose de fondamentalement plus intéressant qu'avant. Autant se revoir les 3 premières saisons de Daredevil. Ça reste mieux. C'était plus joli, c'était mieux fait. Là, on est quand même, malgré tout, au-dessus d'Echo. On est très au-dessus d'Echo. On est très au-dessus de She-Hulk. On est très au-dessus... Hawkeye était une gentille fable de Noël sympathique que j'aime bien, mais bon, c'était pas fou. Je trouve qu'il y a un niveau de production qui est quand même intéressant. Les combats sont quand même assez sympathiques aussi. Voilà, c'est un peu noir, c'est un peu glauque. Faut avoir envie de se payer un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est quand même des épisodes de 55 minutes, c'est assez long. C'est pas le truc qui détend fondamentalement. C'est pas du cinéma du super-héros popcorn comme on peut l'aimer ou pas. Mais en tout cas. Ouais, allez-y. Si vous avez jamais vu Daredevil, au moins tentez. Si vous n'avez pas peur d'un truc un peu sanglant et glauque, ça peut vous faire passer un bon 2 mois, là, le temps que ce soit diffusé. Mais tu vois, de mon point de vue, quand j'avais vu Agatha All Along, qui doit être une série qui doit beaucoup moins te plaire à toi, je me suis dit, la proposition est tellement presque méta sur l'idée des super-héros, parce qu'elles sont tout le temps là en train de marcher en se déguisant. Moi, j'aime bien Agatha All Along. Je trouve qu'il y avait une proposition différente, justement, que je n'avais pas encore vue dans le monde des super-héros. Comme c'est assumé fun, ça me plaît plus. Merci à tous les deux. Je rappelle que Daredevil Born Again est disponible depuis ce mercredi 5 mars sur Disney+, et qu'après le duo d'épisodes de lancement, les épisodes sortiront normalement 2 par 2 chaque semaine. Laissons donc les préoccupations new-yorkaises de nos héros masqués pour un avant-goût de l'enfer dans l'Europe des années 80. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. Et oui, aujourd'hui, Gauthier, tu nous parles d'une mini-série très remarquée sortie en 2019. Il s'agit d'une fiction tirée de la très médiatique catastrophe de Tchernobyl, à découvrir sur Max. Oui, on va faire vite, parce que les gens l'ont beaucoup vu. C'est une série qui est très, très populaire. C'est une série qui est terrifiante, qui retrace une réalité qu'on n'avait jamais pu voir vraiment à l'écran. Et puis, on s'en écoute une bande-annonce, on va en parler tout de suite. Un monde juste est un monde normal. Il n'y avait vraiment rien de normal à Tchernobyl. Ce qui s'y est passé, ce qui s'est passé après, et même nos actes héroïques, tout cela était insensé. Le vent transporte toute cette fumée, toutes ces radiations. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Je vous ai dit ce que je savais. Je sais que vous essaierez de faire de votre mieux. Ils nieront tout, bien entendu. Comme d'habitude. Voilà, alors ce que je pense de plus fort sur les cinq épisodes qui composent cette série, c'est que en recréant, et en plus la production est très très belle, en recréant
le fil rouge de l'intérieur de cette centrale nucléaire qui est en train d'exploser et qui est en train d'envoyer des déchets méga radioactifs partout autour d'elle, on peut vivre de l'intérieur enfin ce qui s'est passé et avoir des réponses très claires à des questions qu'on se pose. Alors que jusque-là, on a pu voir que des images qui étaient des images télévisuelles qui couvraient évidemment l'événement de très loin et avoir des témoignages de gens qui étaient là ou plutôt de l'entourage, puisque bon nombre des gens qui étaient là, évidemment, sont morts des conséquences de cet incident horrible. On rappelle que Tchernobyl est encore à ce jour le plus gros accident nucléaire de l'histoire de l'humanité. Fukushima, c'est même pas de ce niveau-là, quoi. Donc, on comprend mieux, grâce à cette série, quel a été l'accident initial qui a déclenché l'explosion du réacteur 4 de la centrale nucléaire. Tout ça se passait pendant un test de sécurité, en plus, qui est d'autant plus rageant. On comprend mieux comment il a fallu neutraliser cet incendie avec des pompiers, des hélicoptères qui versaient des tas de sable là-dessus, et puis des gens qui se sont sacrifiés ni plus ni moins en manipulant des déchets radioactifs et en les jetant là-dedans, enfin, et qui donc, ce faisant, se savaient condamnés à une mort absolument certaine, et très douloureuse et épouvantable. Et puis, évidemment, on va suivre les conséquences directes de cet incident et comment le régime en place, le régime russe, qui est pas hyper serein avec la vérité, hein, on va dire. Hein, la vérité, ils aiment pas trop ça. Essaye de balayer la poussière sous le tapis, essaye de camoufler tout ça, de minimiser l'incident à mort. Ce qui est très grave, non seulement pour la Russie à l'époque, enfin l'URSS, mais qui est d'autant plus grave pour les pays avoisinants, qui eux aimeraient bien savoir qu'est-ce qu'ils risquent, quoi. Et moi, je n'ai pas de souvenir de cette époque-là parce que j'étais trop petit, mais ma mère m'a longtemps raconté comment elle achetait du lait pour moi à cette époque et qu'elle faisait hyper gaffe à l'origine de ce qu'elle achetait. Donc c'est passionnant et c'est un peu fascinant aussi parce que la production est si belle, si incroyable. Les showrunners, c'est ceux qui ont fait The Last of Us, hein, dont on va vous reparler bientôt. Donc c'est très très beau et très crédible à regarder. Après, je peux mettre des petites critiques sur cette série. D'une part, c'est encore une Russie où tout le monde parle anglais. Moi, ça me fait un peu taper du pied par terre. Hein. Oui, mais avec un accent. Oui, mais avec un accent, voilà, c'est ça. Et donc ça, je comprends pas bien, surtout à l'heure des plateformes où on sait bien qu'on peut maintenant regarder, on est beaucoup plus ouvert à regarder des contenus. Il y a qu'à voir le résultat de Shogun. Hein. Oui, c'est ça, de Shogun ou de Squid Game, on s'en fout, tu vois. Donc ça m'agace un petit peu. Et puis, j'en ai longtemps parlé avec ma femme qui a jamais trop compris mon point de vue là-dessus, mais je trouve qu'il y a toujours moralement un tout petit problème quand tu vas faire des épisodes sur des gars qui ont été irradiés, que tu prends des acteurs, que tu les maquilles et que tu leur dis s'il te plaît, joue-moi le mourant, joue-moi le gars là qui souffre vachement, tu vois. Ça me pose toujours un tout petit problème. Je me dis peut-être qu'on gagnerait pour certaines scènes de juste pas le montrer et en même temps comment faire, parce que notre esprit de spectateur veut le voir, ce truc-là, tu vois. Donc il y a pas de bonne solution là-dessus. Mais je dois quand même tirer mon chapeau à cette série qui, en 5 épisodes, montre qu'on peut faire des séries pour la télévision avec des moyens de production complètement gigantesques, comme si on voyait un film à très grand spectacle. Et du coup, c'est 4 Emmy Awards et 2 Golden Globes, dont meilleure mini-série, dont meilleure réalisation, etc., meilleur scénario, tout ça. Pas volé tout ça. Clément, t'avais vu la série ? Ouais, moi j'avais vu à l'époque, j'avais adoré. Pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait de la mini-série, quoi. C'est ça, une mini-série, c'est pas 8-10 épisodes, c'est juste 4-5, et on raconte un truc, et tu disais passionnant, fascinant, moi je vais rajouter terrifiant dans les qualificatifs, parce que ce qui est terrible avec ce genre de truc, on sait la fin. C'est-à-dire que dès le début, on sait que la centrale, elle explose. Il n'y a pas de monde parallèle où finalement, quelqu'un a vu le document au dernier moment, arrêtez tout, on éteint. Et en fait, la question, on se dit, du coup, qu'est-ce qu'on va regarder, quoi ? Est-ce que c'est intéressant ? Et en fait, oui, c'est passionnant et c'est terrifiant ça met la boule au ventre de se dire, mais en fait, t'as envie de crier à travers l'écran, les gars, ça va péter, quoi, ça va exploser, faites un truc, et tu dis, c'est pas possible qu'il ait pas vu, c'est pas possible que lui, il soit pas là au bon moment, que tel truc va se déclencher, que personne va le voir. T'as envie de secouer les gens. Et tu le regardes avec la boule au ventre en te disant mais c'est terrible parce que c'est un enchaînement de petites erreurs. C'est ça que moi la série, je trouvais qu'elle était magnifique là-dessus.
Tchernobyl, c'est un énorme truc pour tout le monde. Et en fait, on vient de te raconter que c'est un enchaînement de tout petits trucs. Que c'est un gars qui a fait une petite boulette dans la conception d'une vis, d'une petite pièce. Puis c'est un rapport qui a été rendu un peu vite parce qu'il fallait plaire au politburo. Puis voilà, petit à petit, le truc se met en place. Et en fait, la somme de toutes ces petites erreurs fait que ça coûte des dizaines de milliers de vies derrière. Et c'est dramatique. Et puis, bon, voilà, moi, je ne vais pas rajouter à ce qu'a dit Gauthier sur la mise en scène, la beauté de l'image qui est compliquée dans une série où, voilà, l'URSS, c'est pas particulièrement beau comme endroit. Tchernobyl, plus que d'autres. Et voilà, on voit de la mort, on voit des scènes assez horribles. Hein, c'est visuellement pas très beau à regarder. Et un peu, voilà. Mais moi, c'est 5 épisodes, tu les regardes, t'es au fond de ton siège et juste t'adores, quoi. Pour vous dire un petit mot de la mise en scène, à quel point elle est intelligente, il y a un épisode où donc on va emmener des gens s'exposer aux radiations et on va leur dire vous avez 90 secondes pour jeter du graphite sur le réacteur en fusion là, et donc on les expose aux radiations et là il y a un chrono qui se lance et c'est un plan séquence pendant 90 secondes, ce qui nous donne en temps réel la durée de l'explosion de ces gars-là et en vrai 90 secondes, c'est là qu'on se rend compte que c'est long. Ouais. Et c'est horrible, c'est terrible. Ça nous fait vraiment prendre la mesure de l'héroïsme déjà et du désespoir et tout ça. C'est vraiment très très intelligent. Ouais. Et on rappelle que Tchernobyl, c'est un incident nucléaire tel qu'on peut toujours pas y aller maintenant, 40 ans après, quoi. Merci Gauthier. Merci à vous. Merci Clément. Merci pour cette recommandation. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les sorties de la semaine. Cette semaine, soit la semaine du 3 au 9 mars, évidemment, on en a bien assez parlé. Daredevil Born Again sur Disney+, 9 épisodes disponibles depuis le 5 mars. Sur Netflix, toujours le 5 mars, une nouvelle adaptation du Guépard de Giuseppe Tomazzi di Lampedusa, après le mythique film de Luchino Visconti, Palme d'Or à Cannes en 1963, avec Burt Lancaster, Cléoda Cardinal et Alain Delon, entre autres. 6 épisodes cette fois, pour une série réalisée par Tom Shankland, avec notamment Deva Cassel, Kim Rossi, Stewart et Saul Nani. Voilà, donc une nouvelle adaptation du Guépard. Je rappelle, hein, le Guépard, c'est l'histoire de la fin des privilèges sur l'île en Sicile, tout simplement. Oui, voilà, hein, je cherchais. La noblesse décadente, la fin de l'aristocratie en Sicile, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et voilà, donc est-ce qu'on fera mieux ? Je ne crois pas. Est-ce que ça mérite un coup d'œil ? Sans doute. Alors, est-ce qu'on fera mieux qu'un film de Luchino Visconti ? Je crois qu'on a déjà la réponse à cette question. alors moi, je vais me mettre en faux là-dessus. J'ai jamais réussi avec le Guépard. Ah ouais ? Je l'ai vu 2 fois et une 3e fois et demie. Je n'y arrive pas. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très. On sent, voilà, on sent que c'est ce qu'on appelle un grand film, mais c'est pas mon truc, quoi. Genre, je trouve ça trop long. Ça met trop de temps à se mettre en place. Et les décors sont chargés. Ouais, tu vois, j'ai des films de 3 heures, c'est pas ce qui me pose problème. Hein. Il y en a plein que j'adore, mais je n'y arrive pas. Donc, quelque part, ça me donne presque envie d'essayer cette série, de me dire, est-ce qu'une autre version peut me raccrocher à cette histoire ? Peut-être qu'on fera pas mieux que Visconti et que ça me plaira pas non plus, mais pourquoi pas. Autre salle, autre ambiance, avec le 7 mars, toujours sur Netflix, un film, mais attention, un film d'animation, un dérivé de Bob l'éponge. Ça s'appelle Plankton, le film. Je vous fais le pitch. L'histoire d'amour compliquée entre Plankton et sa femme ordinateur vire au chaos quand elle prend position et décide de détruire le monde sans lui. C'est très très bien. C'est très très bien. Ça, j'aime. Les fans de Bob l'éponge apprécient, Ouais, évidemment. c'est hein. clairement le genre de truc un peu régressif que, tu vois, t'es un dimanche, je sais pas quoi faire. Ouais, clairement. Sinon, qu'est-ce qu'on a du côté de Max à partir du 7 mars, le 7 mars aussi, When No One Sees Us, une série policière espagnole au relent de thriller. C'est 8 épisodes à suivre directement donc sur la plateforme Max. Le 7 mars toujours, vous avez Exquis, un thriller qui n'a pas les augures de la presse, mais qui pourrait plaire peut-être aux fans de genre peu exigeants. Et en vrac, vous pouvez suivre cette semaine sur Prime des comédies sentimentales comme Marked Men ou Picture This. Pour les fans de football allemand, un documentaire de Thomas Müller sur Thomas Müller. Et enfin, la saison 7 de Formula One, pilote de leur destin sur Netflix. Ce sera tout pour aujourd'hui, niveau sortie.
Clément, je te propose de rester bien confortablement sur ton siège, car maintenant, on passe à l'interrogatoire habituel de fin d'émission. C'est l'interview originale de Clément Le Saffre. Clément, je te rappelle le concept. 10 questions pour mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? Écoute, prêt comme jamais, vas-y, balance. On commence tout de suite. Ciné, animé, série, doc, qu'est-ce qui t'attire en priorité sur les plateformes ? Clairement, les séries. J'aime bien les docus, mais je suis pas non plus un énorme consommateur. Animé, pas du tout. J'adore les mangas, j'en ai beaucoup lu, mais les animés, j'ai jamais réussi à me mettre dedans. Et les films, pour moi, il y a mieux ailleurs, il y a mieux au ciné, quoi, globalement. Donc plutôt les séries. Plutôt les séries. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas pour intégrer justement toutes les plateformes à tes habitudes ? Tu te souviens d'une série déclencheur alors peut-être ? Moi, je reste très marqué par l'arrivée de Netflix, en fait. Moi, Netflix, quand ça arrive, d'un coup, House of Cards, dont on parlait depuis des années, qui était sur Canal, mais moi, j'avais pas Canal. Donc, tout le monde me disait, c'est la série qui est en train de tout changer aux États-Unis, le format est pas le même et tout, c'est trop bien, machin. Du coup, forcément, la curiosité. Donc, Netflix, direct quand ça arrive, et d'un coup, ils bombardent avec quelques. Il y avait peu de séries à l'époque, mais il y en avait déjà 2 ou 3 hyper quali, Orange is the New Black, tout ça qui était hyper bien. Donc, très vite, j'ai pris le pli des plateformes. Oui, c'est rentré, on va dire, dans mon quotidien assez vite, quoi. C'est-à-dire un abonnement je suis pas abonné à toutes les plateformes, mais c'est un réflexe, quoi, maintenant. On regarde quoi le soir, premier réflexe, Netflix, quoi. D'ailleurs, tu es plutôt nouveauté ou fond de catalogue pour genre des séances de rattrapage ou comme ça ? Alors, je suis plutôt nouveauté. Je fais partie des gens qui ont acheté, j'en achète un peu moins maintenant, mais qui ont acheté énormément de DVD à une époque. Donc, mon fond de catalogue, il existe en physique dans ma bibliothèque. Donc, c'est vrai que je vais pas trop le chercher sur les plateformes. Et il y a déjà tellement de nouveautés qui sortent toutes les semaines que, en général, je trouve mon bonheur quand même. Est-ce que malgré tes abonnements, tu loues encore des VOD par exemple ? Oui, chez mes parents. Quand je vais chez mes parents alors ils ont Netflix, ils ont quelques plateformes, mais en revanche, ils vont très peu au cinéma parce qu'ils habitent dans un petit village qui est assez loin. Et donc, en fait, ils ont la VOD d'Orange. Et donc, oui, quand je suis avec eux, je loue des VOD. Ce qui me paraît, le geste me paraît fou quand on le fait. C'est-à-dire, tu vas chercher ton film, tu le loues pour 5,99 €. C'est pas le même prix si tu le vends en HD ou pas HD. Ce qui paraît fou. Mais voilà, ça m'arrive encore de louer des VOD, voire d'acheter des DVD dans certains cas. Quel est ton rapport au cinéma en salle depuis que tu as intégré les contenus des plateformes à tes habitudes ? Alors, pour moi, c'est 2 endroits totalement différents. Je vais toujours énormément en salle parce que pour moi, il y a même pas photo entre les films qui sortent en salle et les films qui sortent sur les plateformes. Quand il y a vraiment un film que j'ai envie de voir, j'ai la flemme, moi, d'attendre longtemps. Alors, la chronologie des médias est en train de bouger, mais j'ai la flemme d'attendre des mois et des mois pour le voir. Ça veut pas dire que des fois, j'en rattrape pas parce que bon, c'était pas forcément le haut de ma liste à aller voir, mais c'est souvent des petites comédies un peu légères où je me dis, tiens, si j'ai le temps, j'y vais, puis en fait, j'y vais pas. Voilà, j'ai un abonnement mensuel dans une salle de ciné. Donc, non, j'aime l'expérience de la salle, j'aime le côté. Les séances sont pas les mêmes. Des fois, voilà, quand j'étais pas à temps plein, j'allais beaucoup aux séances le matin, la première à 10h, où il n'y a pas grand monde. C'est un public un peu de cinéphile, quoi, qui est là, qui vient, qui mange pas, enfin voilà, qui est là pour ça. Les séances de très tard le soir aussi sont marrantes. Voilà, j'y vais moins que ce que j'aimerais, mais j'essaie d'y aller quand même très régulièrement. Et rien n'égale le plaisir de la salle quand même. Plutôt serial binger ou consommateur raisonné ? Ça dépend des périodes, quoi. Ça dépend des sorties. Je regrette que le binge-watching puisse exister. C'est-à-dire que je regrette qu'on nous ait donné ce sucre un jour, que Netflix nous ait donné ce sucre un jour en disant, en fait, pour vous convaincre, voilà ce qui va se passer, c'est que tout le monde vous fait un épisode par semaine et nous, on va tout mettre d'un coup. C'est très dur de revenir de ça. C'est comme une fois qu'on a mis la main dans le paquet de Haribo. C'est très dur de se dire qu'on va revenir au PES où on en a un à la fois, quoi. C'est pas possible. Donc, il y a des périodes où je binge beaucoup parce que c'est des séries Netflix et donc elles sont accessibles très vite. Et il y a des périodes où il n'y en a pas et j'arrive très bien à me contenter de séries qui sortent un épisode par semaine. Il y en a qui sont très adaptées, je trouve, à ça. Et des fois, je binge des choses et je me dis, typiquement Daredevil, dont on a beaucoup parlé, je regrette un peu d'en avoir vu 6 d'un coup parce que je pense que c'est pas le bon format. Je pense que c'est une série qui est trop mature. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Voilà, je pense que c'est une série qui se digère mieux en voyant 1 ou peut-être 2 à la fois. Pour moi, l'idéal, ce serait 2 épisodes par semaine, en fait. Ce serait ça le bon format si les plateformes nous écoutent. Ce serait 2 épisodes par semaine. Télé du salon, tablette au lit, téléphone dans les transports. Quel est ton support favori pour regarder des contenus de plateforme ? Alors, si tu me vois regarder une série sur mon téléphone dans le métro, c'est vraiment que je dois en regarder une pour une émission et qu'on est la veille et que j'ai pas fini. Parce que sinon, c'est niette de chez niette. Je ne comprends pas cette pratique. Enfin, je comprends qu'elle existe, mais je ne comprends pas que les gens veuillent s'y adonner. Non, pour moi, c'est très télé du salon. Très télé du salon, éventuellement un peu ordinateur quand c'est un truc que je regarde tout seul et que ma copine veut faire autre chose.
ou que je suis chez mes parents et que voilà, chacun dans sa pièce, quoi. Mais voilà, ça me dérange pas de regarder sur un ordi ou dans le train, etc. Mais ouais, télé du salon en prio. Est-ce que, évidemment, en dehors du cadre de ton travail, les productions de plateformes sont un sujet de conversation avec des proches? Oui, bah maintenant, si on regarde les chiffres, globalement, il y a plus de 10 millions d'abonnés à Netflix en France. Si on ajoute Disney+, tout le monde a une plateforme quasiment aujourd'hui. C'est très rare, les gens qui regardent plus. Donc oui, on se parle des recos qu'on a vus. On se dit, bah tiens, t'as vu ça. Ça fait partie de comme avant, on disait, t'as vu le dernier film au ciné, t'es allé voir quoi cette semaine? Bah, là, t'as vu quoi sur Netflix? Souvent, la question, c'est, je sais plus quoi regarder, est-ce que tu as une idée? Parce que quand tu bosses là-dedans, les gens sont persuadés que tu as tout vu et que tu deviens leur espèce de critique personnelle, leur petit télé 7 jours à eux. Et donc, les gens te disent, mais toi qui regardes tout, t'as pas un truc à me recommander sur Disney+, je sais plus quoi regarder. Bah, Originals est là pour vous. Hein, voilà, maintenant. j'ai envie de dire C'est ce maintenant, qu'on essaye de regardez, faire. laissez-moi tranquille et écoutez Originals. Voilà, vous aurez vos réponses. Petite question business. Comment on récompense toutes les productions de plateformes? On crée des nouvelles catégories dans des cérémonies qui existent déjà? On fait une cérémonie dédiée? Comment tu ferais ça, toi? Non, moi je pense que je vois pas l'utilité de créer autre chose en plus. Alors je vais différencier quand même dans la réponse peut-être deux choses. Je vois pas l'utilité de créer ça aux États-Unis. Je trouve que les séries sont déjà très bien récompensées aux États-Unis de manière générale. Genre les Emmy Awards aujourd'hui, récompense, on en a parlé de Tchernobyl. Il y a plus du tout d'adversité comme il y a pu en avoir. Et aujourd'hui si Netflix a une excellente série, Netflix sera récompensé à sa juste valeur, comme parfois Netflix produit aussi beaucoup de tout venant pas très intéressants. Et il y a des années où c'est d'autres plateformes qui raflent la mise, comme il y a 30 ans, c'était la télé qui raflait tout, puis après il y a HBO qui est arrivé et qui raflait tout. En revanche, je pense qu'en France, peut-être que oui, la série est encore un genre un peu mal considéré par une certaine élite culturelle. On n'a pas de très belles cérémonies de séries tout court d'ailleurs. Il n'y a pas de trucs qui se regardent à la télé où on se dit ah tiens c'est les 12e éditions, comme les Césars sont devenus un rendez-vous, où chaque rédaction mobilise un rédacteur qui est décalé. Enfin voilà, pour les séries il n'y a pas ça. C'est disséminé dans des cérémonies de remise de prix de télévision, de prix de l'audiovisuel. Enfin, je trouve que c'est pas très clair. Typiquement, je suis allé, on a tourné une émission à l'association des critiques de séries. Qui font un boulot formidable, mais qui est une toute petite structure, et la remise des prix, c'est dans un bar. Ça n'a rien à voir avec une vraie cérémonie. Et pourtant, ils ont récompensé des productions de France Télévisions, des productions de plateformes. Enfin, tout va bien pour eux. C'est des vrais prix. Le problème, c'est il faut qu'on arrive à faire une vraie cérémonie, quoi. Un truc où les gens se disent les séries méritent un truc à part entière en France, quoi. Dernière question, enfin, quelle est ta plateforme préférée? Apple TV+. Je regarde beaucoup Netflix parce que c'est Netflix qui produit le plus. Je suis pas très à Disney+. Prime, je trouve que c'est pas terrible. C'est une fois de temps en temps, il y a un truc. En revanche, Apple, je trouve que le ratio série de qualité sur catalogue est assez fou. C'est-à-dire que globalement, à part 2-3 exceptions, tout ce que j'ai vu sur Apple m'a à minima bien plu, voire très enthousiasmé. Eh bien, merci beaucoup, Clément. Merci à vous deux de m'avoir invité. Quel plaisir. C'était Original, saison 1, épisode 17, avec Clément Le Saffre, chef d'édition à BFM Business et présentateur de l'émission Épisode suivant sur Tech & Co. On remercie également notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien, ainsi que Magic Andou à la production. Merci Andou. Et on se retrouve, nous, vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé, et toujours plus de créations originales. Bye bye. À la prochaine.